Vous écoutez le podcast Devenir écrivain par Lucie Castel, épisode 112. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui va clore la série des précédents épisodes qui concernent les tropes dans les grands genres littéraires. Et ça fera en tout 4 épisodes dédiés aux genres les plus connus, les plus importants et qui te permettent, en tout cas je l'espère, d'avoir quelques idées sur ce qui définit ces différents genres et quels sont les motifs littéraires les plus récurrents pour que tu puisses jouer avec, t'en éloigner, t'en approcher, leur rendre hommage ou au contraire les mélanger. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, j'ai l'immense joie de t'annoncer que les inscriptions à la nouvelle session de formation Devenir écrivain projet best-seller sont à présent ouvertes. Si tu veux donner un coup d'accélérateur à ton projet d'écriture et le concrétiser pour être publié, rejoins-moi ainsi que mon équipe de professionnels de l'édition sur licar.fr/formation. Licar, licares.fr/formation. Attention, les places sont limitées et cette nouvelle session promet d'être incroyable. Je serai vraiment ravie, tout comme mon équipe, de t'accompagner sur ton projet pendant 8 semaines. Alors l'épisode d'aujourd'hui est un petit peu spécifique dans le sens où on va aborder des tropes très connues, mais dans quelque chose qui n'est pas à proprement parler un grand genre littéraire. Néanmoins, il s'agit d'une tendance éditoriale qui fait beaucoup parler d'elle depuis ces dernières années et sur lequel on me pose quand même beaucoup de questions, à savoir le young adult. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas considéré comme un genre littéraire à part entière ? Tout simplement parce que le young adult picore un peu à tous les bords, puisque on peut avoir du young adult qui soit dans la fantasy, du young adult qui soit dans la romance, du young adult au niveau de la science-fiction, et du young adult même au niveau du polar. Bref, c'est une catégorie qui ne vise pas, j'allais dire, un motif littéraire de récit, un récit spécifique, mais qui vise plutôt un lectorat. En fait, le young adult est une littérature, quel que soit le récit d'ailleurs, est une littérature qui s'adresse à des jeunes adultes, c'est-à-dire entre 12-30 ans, mais c'est même une fourchette un peu plus resserrée parce que on est plutôt sur du 12-20 ans. C'est un public et un lectorat qui traditionnellement est plutôt jeune, donc jeunes adultes ou adolescents. Et les thèmes qui sont abordés dans ces récits portent sur des protagonistes qui sont dans la même tranche d'âge que le lectorat qui est visé. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire que des personnes de 30, 40, 50, 60 ans ne peuvent pas lire du young adult, mais au niveau éditorial, c'est marketé avant tout pour s'adresser à un public qui se situe dans cette tranche d'âge de 12-30 ans et dont les héros, du coup, doivent avoir la même tranche d'âge que le lectorat puisse s'identifier et qui traite de thématiques propres à cette tranche d'âge aussi. Et du coup, comme il s'agit uniquement d'une thématique et d'un principe qui a un lien avec une tranche d'âge, j'allais dire, peu importe le récit en lui-même. Ça peut être un récit de science-fiction, ça peut être un récit de romance, ça peut être un récit historique, ça peut être un récit de polar. À partir du moment où, d'un point de vue de l'éditeur, il est classé pour s'adresser à un public de jeunes adultes et d'adolescents, alors le roman, quel que soit le genre littéraire, est connoté young adult. Et toutes les maisons d'édition qui font différents genres ne sont pas forcément spécialisées dans le young adult et par opposition, on a des maisons d'édition. Elles, en revanche, sont spécialisées dans le young adult et disposent de plusieurs grandes collections éditoriales, une collection de fantasy, une collection de romance, une collection de polar, etc., mais dont les protagonistes, les thématiques s'adressent à un public donc jeune. Tout ça pour dire que, à proprement parler, ça n'est pas un genre littéraire, mais
comme c'est une façon de proposer, de vendre et de cibler un lectorat très spécifique, ça devient d'une certaine façon une ligne éditoriale spécifique et donc d'une certaine manière aussi un genre spécifique mais qui peut prendre la couleur de n'importe quel autre genre littéraire. Donc ce young adult souvent a gagné ses lettres de noblesse dans le genre de la fantasy et plus particulièrement dans le genre d'urban fantasy. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que durant ces dernières années, les plus gros succès littéraires en matière de young adult ont été des succès littéraires dans le grand genre de la fantasy et de l'urban fantasy. Et généralement, ils ont donné lieu à une adaptation cinématographique, ou en tout cas au niveau de la série, ce qui a évidemment accentué le phénomène de mondialisation et a accentué la notoriété de ces œuvres. Alors évidemment, il y en a plusieurs qui sont devenus très célèbres. On a Percy Jackson, par exemple. On a aussi Harry Potter, on a aussi Twilight. Toutes ces œuvres-là, et pas que uniquement, je pense aussi à Hunger Games, et tous les dérivés autour de Hunger Games sont donc des littératures puis des films qui sont censés s'adresser à un public encore une fois entre 15 et 30 ans et qui mettent en scène des très jeunes adultes ou des personnes sorties de l'adolescence et qui traitent de thématiques liées à l'entrée dans l'âge adulte et le passage de l'enfance à l'âge adulte. Et donc ces grands succès littéraires et cinématographiques ont plutôt porté sur des genres de fantasy, voire d'urban fantasy. Alors l'urban fantasy, je le rappelle, c'est un sous-genre de la fantasy et qui consiste à faire démarrer l'intrigue dans un contexte réel et contemporain. Et ce contexte réel et contemporain, à un moment, bifurque et dérape dans un contexte parallèle merveilleux. Alors quand je dis merveilleux, c'est pas que ça se passe très bien, mais c'est qu'il y a une dimension magique. Alors typiquement, c'est Harry Potter, ça se passe dans le Londres qui existe à l'heure actuelle, mais à un moment, il y a toute une société parallèle de sorciers qui fonctionne de façon parallèle et sans que les êtres humains s'en rendent compte. Percy Jackson, c'est exactement la même chose, et Twilight, bien évidemment, pareil, c'est le même ressort, ou ça peut être aussi carrément une contre-utopie ou une dystopie, comme par exemple Hunger Games, typiquement. Donc, bien entendu, ce young adult peut aussi se retrouver dans d'autres genres. On a du young adult en romance, évidemment, et on a aussi du young adult dans le genre du polar. C'est tout à fait possible, mais les plus gros succès ont quand même été sur le grand genre de la fantasy. Donc, ceci étant dit, j'ai relevé quelques tropes qui se révèlent récurrents dans presque toutes ces œuvres, et vraiment, je t'encourage à lire les romans ou à re-regarder les films et à juger par toi-même la présence plus ou moins subtile de ces grands tropes. Et évidemment, j'en profite, si tu n'as pas écouté les précédents podcasts sur les tropes des autres genres, je me permets de te rappeler la définition du trope. Donc le trope, c'est une expression, un mot que l'on a emprunté à la langue anglo-saxonne. Et ce trope signifie en réalité un motif narratif qui se répète, une récurrence scénaristique, une figure narrative. En d'autres termes, c'est un ensemble d'informations dans le récit, un ensemble de thèmes plus ou moins élargis, plus ou moins complexes, qui a tendance à se répéter de la même façon dans un genre spécifique. Et s'il se répète, c'est tout simplement parce que ce motif narratif fonctionne particulièrement bien dans certains genres et donc le lectorat apprécie de retrouver ces thématiques-là parce que c'est ce qu'il recherche lorsqu'il apprécie de lire des polars, de lire de la fantasy, de lire de la romance, etc., etc. Et d'ailleurs, d'un point de vue historique, ce sont ces motifs littéraires, ces figures narratives répétitives qui se répètent sur certains récits qui ont permis aux analystes littéraires de différencier la littérature de genre. D'abord, ils ont identifié le polar, mais après tous les autres qu'on connaît, de la littérature dite générale ou encore dite blanche, qui est donc censée être une littérature qui ne répond à aucun schéma, qui se répète et dont on pourrait tirer une définition globale, bien entendu. Et j'attire aussi ton attention sur le fait qu'il n'y a aucun jugement de valeur à avoir sur l'existence de ces tropes. Ce qui fait l'originalité d'un roman, l'originalité d'une histoire, c'est la façon dont l'auteur décide de s'approprier ces tropes, décide de s'approprier ces thèmes et de créer lui-même ses personnages, l'interaction des personnages entre eux, la façon dont se termine et dont se déroule l'histoire, c'est ça qui fait l'originalité d'une histoire.
Donc les tropes, ça ne signifie pas que c'est facile d'écrire un livre ou que à tous les coups, si on met en place ces tropes, on va avoir un best-seller, absolument pas. Ce qui prouve bien que, encore à l'heure actuelle, un ordinateur ne peut pas écrire un roman. Et ce qui fait la magie et le succès d'un roman, c'est évidemment une combinaison de choses qui nous échappent, du talent de l'auteur de rencontrer à un moment son public, le bon éditeur et la bonne distribution, bien entendu. Alors, parmi les tropes qui sont récurrents parce que ultra efficaces dans ce type de récit et particulièrement attendus par le lectorat, c'est un trope qui porte sur le protagoniste, donc qui porte sur le héros ou l'héroïne. Et typiquement, dans la plupart des récits de young adult et particulièrement typés urban fantasy, on est sur le héros outsider. C'est-à-dire qu'on est sur le héros qui ne ressemble à personne d'autre et qui le vit plutôt assez mal. C'est-à-dire quelqu'un qui se trouve dans une situation qui a du mal à nouer des liens avec ses congénères, qui a du mal à comprendre la société dans laquelle il vit, qui vit une véritable crise existentielle, qui est incompris par ses parents ou en tout cas les adultes qui l'entourent, qui est incompris par ses camarades, qui du coup ne se sent pas en phase avec l'environnement dans lequel il évolue. Donc c'est typiquement le héros outsider. Et je vais vraiment en rajouter une couche parce que non seulement c'est un héros outsider, donc il ne se sent pas en phase avec son environnement et avec ses camarades du même âge, mais en plus, c'est un héros qui se déprécie beaucoup. C'est-à-dire que c'est un héros qui n'a pas conscience ni de sa beauté, ni de ses qualités, ni de... Il est vraiment dans une optique où il se sent vraiment loser. Alors, typiquement Percy Jackson, qui a du mal à se connecter avec ce qui l'entoure, qui a du mal à tisser des liens, qui est pas particulièrement très populaire dans son milieu, et qui ignore toutes ses qualités, évidemment, qui vont se révéler bien après. On pourrait évidemment citer Bella, le personnage de Bella dans Twilight, qui est en pleine crise existentielle, c'est-à-dire qu'elle débarque dans une nouvelle ville, mais elle n'arrive pas pour autant à se faire des amis, elle est très introvertie, elle a du mal à comprendre le monde, elle est en quête de quelque chose, alors on ne sait pas exactement quoi elle non plus, mais elle est en quête de sens dans sa vie, etc. Harry Potter, alors c'est encore pire, parce que lui on est vraiment dans le syndrome de Cosette, pour le coup, il est dans une famille qui ne le comprend pas, qui ne l'a jamais compris, que lui-même ne comprend pas, avec des rituels familiaux qui le dépassent complètement. Il se sent pas du tout comme les autres, il a du mal à se positionner, il a du mal à donner du sens à sa vie, etc. Et il se sent lui-même aussi très vulnérable et très loser de la même façon. Alors je pourrais t'en citer plein d'autres sur le même schéma, mais vraiment le trope le plus connu de base du young adult est particulièrement typé dans l'urban fantasy, mais ça pourrait se retrouver dans d'autres types de young adult. On est dans un héros outsider qui ne ressemble à aucun autre de ses collègues du même âge et qui est en quête de sens de son existence parce qu'il ne comprend pas ce qu'il fout là. Très clairement, il comprend pas ce qu'il fabrique ici, pourquoi on l'a placé là, quel est le sens de sa vie, il comprend pas pourquoi les autres ne le comprennent pas et pourquoi lui ne comprend pas les autres, et il est incapable de voir ses propres qualités et sa propre beauté. Et on s'en rend assez vite compte parce que lorsque tout va déraper, évidemment, d'autres personnages vont révéler sa beauté et ses qualités que lui, évidemment, ne perçoit pas. Ça, c'est le premier trope, c'est peut-être celui qui est le plus connu et le plus efficace dans un récit de young adult. Autre trope très efficace et très récurrent, ce sont les parents décédés. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est très facile, entre guillemets, d'expliquer le côté je suis paumé, je vis dans une famille que je ne comprends pas, je n'arrive pas à me positionner dans la société, me positionner dans l'environnement. C'est plus facile de rendre cette crise existentielle crédible lorsque on est face à un jeune adulte, je rappelle que c'est un adolescent ou un jeune adulte dans le young adult, si celui-ci a perdu ses parents, soit qu'il vient de les perdre, soit il les a perdus il y a un petit moment et donc il a plus du tout de repères. Donc, si c'est un trope aussi efficace, c'est parce que c'est facile avec ce type de trope d'expliquer pourquoi est-ce que le jeune adulte ou l'adolescent du coup se sent très mal, comprend pas les adultes qui l'entourent, pas parce que ce sont pas ses parents, et a un mal-être, une véritable crise existentielle qui vient de la faille évidemment émotionnelle et narcissique qu'il a ressentie quand il a perdu brutalement généralement
ces parents, soit très jeunes, soit il y a uniquement quelques mois, voire quelques jours, ça dépend. Mais il y a toujours une espèce d'énorme cassure qui explique pourquoi est-ce que l'adolescent à l'âge qu'il a au moment de démarrer le roman vit cette problématique de phase avec ce qui l'entoure. Alors parfois, évidemment, c'est moins violent que le décès des parents, et ça peut être un divorce. Dans le cas de Bella, par exemple, c'est un divorce de ses parents qui, évidemment, perturbe un peu l'adolescence, c'est le cas de le dire, l'adolescente. Mais dans Percy Jackson, c'est exactement le même principe, et dans Harry Potter aussi, bien entendu. Donc cette crise existentielle, elle est plus facilement explicable parce qu'on a eu un décès précoce des parents. Autre trope qui est aussi récurrent et qui est directement lié à celui dont je viens de te parler, c'est le fait que dans les romans de young adult, typés aussi urban fantasy, mais pas que, on a une absence quasi totale des figures adultes autour des adolescents ou des jeunes adultes. Voire carrément, ils sont là, mais alors ils sont totalement inefficaces, voire le danger et l'incompréhension et la cruauté vient des rares adultes qui gravitent autour du très jeune adulte ou de l'adolescent. Et ça, c'est quelque chose qui est quasiment automatique dans les romans de young adult. Alors pourquoi est-ce que c'est un trope aussi efficace ? C'est très simple, c'est que, encore une fois, le young adult est un système de récit qui s'adresse aussi à des jeunes adultes. Et l'idée étant que le jeune adulte doit se sentir connecté avec le protagoniste ou les protagonistes de l'histoire. Et donc on doit rester sur des problématiques et des défis de jeunes adultes ou d'adolescents. Et donc ça doit rester dans l'entre-soi. On s'adresse à des jeunes adultes et on reste avec ces jeunes adultes et ces adolescents et on traite de problématiques d'adolescents et de défis liés à l'adolescent. Et encore une fois, le principe de ces romans, c'est d'accompagner l'adolescent dans le monde, de le faire passer, de le faire transitionner dans le monde de l'adulte. Et à la fin du roman, il est normalement censé avoir acquis un certain nombre de compétences et de qualités pour pouvoir affronter le monde adulte. Et bien entendu, il ne peut le faire que si les adultes autour de lui sont absents et ne l'aident pas. Parce que s'il est très bien entouré par des adultes qui vont lui expliquer tout au long du récit que tout va bien se passer, qu'ils sont là en ressources et qu'ils vont l'aider, l'adolescent n'a aucun défi à relever lui-même. Il n'a aucune crise à passer, il n'a aucun obstacle à surmonter pour se construire lui-même et pour passer de l'enfance à l'âge adulte, si les adultes sont là pour lui mâcher le travail et pour vraiment tout lui donner sur un plateau d'argent. Donc c'est presque logique que dans un roman qui traite de problématiques du passage de l'adolescence à l'âge adulte et des défis que l'on peut avoir à relever lorsque on passe de l'adolescence et de toutes les questions que l'on se pose au moment de l'adolescence, c'est beaucoup plus facile à mettre en scène quand on n'a pas du tout d'adultes qui sont là pour expliquer que tout va bien se passer, que ces défis-là sont tout à fait normaux et que l'adolescent n'est pas seul et qu'il va pouvoir s'appuyer sur des adultes. Donc vraiment, la thématique de l'absence ou de la défaillance des adultes qui entourent l'adolescent et que du coup il va falloir qu'il se débrouille tout seul en s'appuyant sur d'autres adolescents ou jeunes adultes est une condition, j'allais dire, presque non négociable du récit young adult. Donc ça c'est vraiment très important. Et je vais citer un des derniers tropes qui est, ces dernières années en tout cas, très, très souvent utilisé et actionné dans les romans de young adult, de façon plus ou moins heureuse, je dois dire, c'est le fameux triangle amoureux. Donc très, 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 très souvent, dans un récit de young adult, typé en plus urban fantasy, on a très souvent un triangle amoureux. Parce que c'est un type d'histoire qui fonctionne très bien sur l'hésitation de l'adolescence et puis le choix qui est finalement fait et le choix quand il est fait révèle aussi une maturation de l'adolescent et la fameuse transition qui accompagne la transition du monde de l'enfance et de l'adolescence au monde de l'adulte. Et du coup, on se sert du triangle amoureux pour mettre en scène un certain suspense autour de la romance qui est développée de façon plus ou moins appuyée dans le récit young adult. Alors, là aussi, si je dis de façon plus ou moins heureuse, c'est que un triangle amoureux fonctionne quand il est crédible. C'est-à-dire lorsque il y a une véritable hésitation de la part de la personne qui doit faire le choix et qui hésite entre deux partenaires potentiels. Et souvent,
c'est un peu bâclé ou au moins un peu survolé et on a tendance à pas assez travailler le principe de réalité et le principe de vraisemblance. Et en réalité, on se rend compte que c'est du gadget et que le protagoniste n'a finalement pas tellement hésité, ou que c'était un peu factice, ou que son hésitation en réalité était un petit peu artificielle et que dès le départ et très très vite, il s'est plutôt axé sur l'un des partenaires et très très tôt, il y avait que ce partenaire-là qui existait et qu'on a continué de maintenir l'hésitation de façon très artificielle. Donc voilà, il y a des fois des revirements qui sont assez peu heureux. Bon, alors on pourrait citer Twilight, où la résolution du triangle amoureux, pour certains en tout cas, est un peu tirée par les cheveux, est un peu artificielle, encore que... Bon, après, tout se justifie, du coup. Mais par contre, j'attire vraiment ton attention sur le fait de bien creuser ton étude de personnage. Et pas uniquement le personnage principal, mais des personnages les plus récurrents de ton histoire en matière de young adult. C'est pas parce que tu t'adresses à des jeunes adultes ou à des adolescents qu'ils ont moins de sensibilité sur la connexion qu'ils doivent avoir avec les héros. Donc il faut vraiment bien peaufiner, bien travailler tes personnages. Et quand je dis bien les travailler, c'est qu'ils aient vraiment un principe de vraisemblance très important. Et un principe de crédibilité, que leur caractère, que leur façon de réagir, d'évoluer dans le roman soit crédible par rapport à ce que tu as déterminé de leur caractère, évidemment, dès le départ. Ce n'est pas une liste exhaustive, bien entendu, il y a énormément de tropes dans absolument tous les genres et sous-genres, surtout possibles et imaginables, mais à mon sens, ces tropes-là sont quasiment tous visibles dans les romans qui ont fait vraiment parler d'eux, que ce soit au niveau de la critique ou au niveau du lectorat. Quand tu reprends tous les best-sellers de young adult, tu retrouves de façon plus ou moins appuyée, de façon plus ou moins subtile, au moins l'un de ces tropes, si ce n'est pas absolument tous. Et encore une fois, je t'encourage vraiment à lire ou à relire des récits de young adult si c'est le genre dans lequel tu apprécies d'écrire, mais de les lire avec un regard un peu plus professionnel et de regarder si tu trouves ces tropes, ou en tout cas une partie de ces tropes là-dessus. Et je peux vraiment, presque j'en mettrais ma main à couper, qu'à un moment ou à un autre, même de façon très détournée, tu vas forcément trouver ce type de trope. Et vraiment, je t'encourage à le faire. De toute façon, je t'encourage, quoi qu'il arrive, à lire un maximum dans le genre dans lequel tu écris, mais pas que uniquement. Voilà qui sonne la fin de cette petite série d'épisodes autour des grands tropes, et vraiment j'insiste sur le fait qu'en tant que professionnel de l'écriture, et c'est ce à quoi tu aspires si tu écoutes ces podcasts ou que tu es abonné à notre newsletter pour recevoir en fin de semaine tout un tas d'autres conseils d'écriture, il est vraiment important que tu connaisses les tropes et les genres dans lesquels tu écris, ainsi que les codes et l'histoire qui a fait qu'on l'on a défini, que l'on a étudié. Les grands genres littéraires, c'est toujours pour quelque chose, et que derrière, n'oublie pas qu'il y a un lectorat qui apprécie ce type d'histoire et ce type de genre. Voilà, j'espère que ces conseils t'auront un petit peu éclairé, ou en tout cas t'aideront dans l'avenir. Et quoi qu'il arrive, je te dis à très très vite pour un nouvel épisode. Si tu veux écrire un roman qui aura les qualités recherchées par les éditeurs et par les lecteurs, tu dois rejoindre Devenir écrivain projet best-seller. C'est la formation à distance la plus complète et la plus personnalisée pour t'aider à aller au bout de ton projet de roman. Rejoins sans plus tarder mon équipe de professionnels du monde du livre et moi-même sur licares.fr, licares.fr. Beaucoup de nos anciens élèves sont en train de réaliser leur rêve de professionnalisation et de publication. Il n'y a aucune raison pour que ça ne t'arrive pas à toi.